Si l'industrie nucléaire semble faire peu de cas de la santé de ses ouvriers, on peut s'interroger sur l'attention qu'elle porte aux populations et sur la façon dont elle les informe. En juillet 2008, une série impressionnante d'incidents frappe le complexe de Tricastin dans la vallée du Rhône. Cela commence par une fuite importante d'uranium à l'usine Socatri opérant pour le groupe Areva. L'incident met en relief une série de pollutions antérieures, jusque-là passées inaperçues. Quelques jours plus tard, plus de 100 travailleurs sont contaminés dans le bâtiment réacteur. Et comme si cela ne suffisait pas, 2 assemblages de combustible restent accrochés au couvercle de cuve lors du rechargement, laissant planer sur la population un doute quant à son évacuation. Alertés par ces incidents en série, les médias français et étrangers se sont précipités à la CRIRAD, le laboratoire indépendant de mesure de radioactivité mis en place peu après la catastrophe de Tchernobyl. Tricastin. Mais des incidents niveau 1, il y en a une centaine, donc ça fait un tous les 3 jours, à peu près. Et des incidents niveau 0, il y en a plus de 1000. Donc il y en a 3 par jour. Ah, ça vous donne l'ordre de grandeur. Sauf que là, donc, il y a eu 2 incidents un peu plus importants que les autres, mais qui ont été traités par l'autorité citoyenne comme peanuts. Pourquoi ? Parce qu'on les a classés niveau 1 à 0. C'est-à-dire écart de conduite et anomalie. C'est même pas un incident. Ce qui m'a choqué le plus, c'est que tous les jours, il puisse se passer des choses choquantes, quoi, et que ça choque personne, quoi. Bon, en centrale, je faisais du contrôle non destructif, c'est-à-dire que j'utilisais des techniques de contrôle, radiographie, ultrasons, magnétoscopie, ressuage, des techniques qui permettent de voir en surface ou à l'intérieur d'un matériau, du métal ou du béton, de voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des fissures, est-ce que c'est en train de casser déjà de l'intérieur, hein. Christian a travaillé plus de 10 ans comme sous-traitant, jusqu'à ce que EDF l'écarte pour avoir informé des journalistes réalisant un reportage sur le site de Chinon. On te demande de travailler sur du matériel important pour la sûreté, mais on te demande en même temps de signer ton rapport rien à signaler et RAS, même s'il y a un défaut. Alors, moi, je peux en témoigner, ça m'est arrivé, quoi. On m'a demandé de signer RAS, on m'a mis la pression. Mais de la pression, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis sur un chantier, je vais dans un endroit qui est à l'intérieur du bâtiment réacteur, dans la salle dite des 4 As, hein, là où il y a vraiment des grosses vannes, des gros robinets qui sont ouverts, qui sont pourris. Et donc on annonce au robinettier, bon bah non, on peut pas signer RAS, quoi. Il y a un problème sur le truc. Ah non, faites pas les cons, putain, mais c'est pas une fissure, ça c'est juste une rayure, déconnez pas. On dit ben non, nous on est pro, on connaît. On peut pas dire si c'est une fissure ou une rayure, mais en tout cas l'indication elle est bien là, il y a bien un problème là-dedans, on peut pas signer RS, putain faites chier les mecs, il faut qu'on rentre, on va perdre une journée avec vos conneries, des chefs qui vont gueuler et tout, nous on est censé avoir fini à telle heure parce qu'on doit faire autre chose après, on n'a pas le matériel de remplacement, de toute façon vous savez bien, même si vous marquez qu'il y a une fissure, de toute façon on va nous le faire remonter quand même le même robinet, quoi. Ah bah non, pas sûr. Nous, on est obligé d'appeler nos chefs aussi, qui nous demandent de refaire le contrôle. Ils reviennent encore une fois, ils nous font refaire le contrôle devant eux. Le chef de l'arrêt de tranche, il veut pas entendre parler de ça, il descend aussi. Tu vois, d'heure en heure, d'une part, on a refait 4 ou 5 fois le contrôle, donc je me suis repris 4 ou 5 fois la dose, quoi, tu vois. Et ils me font tous la danse des sioux autour, ils sont là à 10 ou 15, allez arrêtez vos conneries, vous faites du zèle, il n'y a pas de défaut, voilà. Maintenant, bon, alors il y en a qui s'entêtent comme moi, quoi, tu vois, non, je ne signerai pas RAS, sachant très bien qu'il y aura un autre collègue qui, lui, ils vont lui faire refaire le contrôle et lui, il va le marquer RAS, le machin. Mais bon, voilà, il y a des gens comme moi qui le font comme ça. On est là dans quelque chose qui se généralise dans le système industriel, mais qui est particulièrement pernicieux pour toutes les industries à risque, et en particulier le nucléaire, c'est le fait, ce qu'on appelle les programmes d'assurance qualité, où ce qui compte, c'est la procédure, beaucoup plus que le travail effectif. Et ce qu'on te demande, quand tu sors d'une centrale après être intervenu comme robinettier, comme décontamineur, etc., c'est de dire que tu as fait ce que tu devais faire selon la procédure qui t'était imposée. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme risque ? Lisez, votre analyse, c'est quoi ? Risque d'alarme. Alors, qu'est-ce que vous faites en cas d'alarme ? Les sociologues du travail savent très bien qu'il y a toujours un écart entre le travail prescrit et le travail réel. Faire écrire à un travailleur qu'il a respecté la procédure et qu'il a fait ce qu'on lui avait dit de faire,
c'est en fait lui déléguer complètement la responsabilité, c'est-à-dire que le jour où il y a un pépin, on va rechercher le bordereau pour voir qui a fait l'intervention. Et c'est celui qui a signé qui va se retrouver être le responsable, même si toute la chaîne de responsabilité, elle est au plus haut niveau. On n'est plus dans le modèle industriel, même qui a présidé à la création du parc nucléaire. La création du parc nucléaire, c'était une technologie au service d'une idée généreuse qui était donner de l'électricité pas chère à tous les foyers, hein. Donc avec une notion de service public. Et maintenant, avec la privatisation du marché de l'énergie, on est dans de l'énergie faite pour faire du fric. C'est quand même complètement différent. Moi, je travaille donc sur ces questions-là depuis la fin des années 80. Quand j'ai commencé, les arrêts de tranche, ils étaient de l'ordre de 2 mois et demi. On est aujourd'hui à des arrêts de tranche entre 10 jours et 3 semaines. Bon, les décennales sont... Donc les visites décennales étant le moment d'une vérification plus approfondie, qui sont un peu... Mais on a une diminution de la durée qui est impressionnante. Le mois du nucléaire, c'était Moi, ce qui m'apparaît, après avoir discuté des centaines d'heures quand même avec des travailleurs, plus on descend dans la hiérarchie de la sous-traitance pour arriver à ceux qui font le travail de terrain, plus il y a une crainte par rapport à la possibilité, avec cette maintenance-là, de garantir la sûreté des installations. En France, comme partout en Europe, la maintenance est passée à 80% dans les mains des sous-traitants. On dit aux gens, vous êtes dans une industrie à risque, dangereuse, donc il faut bien faire votre métier. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Et on leur donne de moins en moins les moyens de bien faire leur métier. Donc soit on se désinvestit, on dit bon allez ras-le-bol, terminé, moi c'est fini, vivement la retraite, etc. On se désinvestit, ou on choisit d'aller une vie, faire du foot, faire autre chose, et puis le boulot, basta. Donc on se désinvestit, ce qui est dangereux quand même, quand on bosse dans une industrie nucléaire. Ou on reporte les contraintes sur le sous-traitant, après tout c'est pas moi, c'est l'autre, et puis c'est l'autre qui va en chier, c'est pas moi. Ou alors on est encore plus dans son métier, on veut tenir, et quand on peut pas tenir et qu'on veut tenir, on pète les plombs. On pète les plombs. Moi, je suis un fils d'agent EDF. Je suis né sur le barrage de Serponçon à l'époque du développement de l'hydraulique. Donc, j'ai vécu... on s'adapte, bien sûr. Mais j'ai vécu quand même une évolution d'entreprise assez phénoménale. Entre EDF, service public, et EDF, société anonyme, quand même, c'est un sacré choc culturel. Donc, il y a déjà... Quand un agent avait fait une erreur, il s'empressait de le dire et de dire « Oh, j'ai fait une erreur, comment on va régler le problème ?» Aujourd'hui, les gens étant gérés sous une forme de peur, sous une forme de management par la peur, le risque, c'est que les gens disent « Oh, moi, je prends pas de risque. » Le risque principal, c'est quoi? C'est pas le problème sur la population, c'est que moi, je sois sanctionné. Et à ce moment-là, qu'ils en arrivent à cacher les choses. Et là, c'est extrêmement grave. Depuis 10 ans, ça se dégrade. Oui, depuis 2002, je pense. 2002, ça s'est bien accentué. On a fait quoi tous? Que si quelque chose fait évoluer le nucléaire en France, ça sera l'accident. Maintenant, on ne peut pas le souhaiter. Moi, je ne suis pas sûr, parce que demain, s'il y a un accident en France, on va mettre sur ta tête ou sur ma tête la responsabilité de l'accident. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va changer la façon de faire ou la façon d'ignorer l'homme. Je travaillais dans une entreprise familiale qui était la CIM. Ça se passait très bien jusqu'à maintenant, quoi. Et on a été racheté par un grand groupe, SPI. Et donc là, ça commençait à se dégrader parce qu'on avait un chevauchement d'arrêt de tranche et puis j'avais pas les effectifs nécessaires pour le faire. Donc j'aurais fait un courrier, j'ai pas eu de réponse. Donc on s'est débrouillé, on a passé le problème. Et l'affaire s'est reproduite quelques mois plus tard, où là, ça s'était encore dégradé au niveau du personnel. On me prenait les gens, j'avais plus de compétences, j'avais plus de professionnalisme. Et là, j'ai été obligé de faire un droit d'alerte
pour pouvoir arrêter l'hémorragie. C'était déjà le 2e accident de travail que j'avais. Donc personne ne voulait m'écouter. Bon, voilà, je suis passé par un droit d'alerte et ça n'a pas plu à ma direction. Donc par la suite, j'ai été convoqué et licencié. Le motif du licenciement, c'est pas par rapport au droit d'alerte, ça n'a jamais été notifié dans le licenciement. Mais voilà, quoi, les choses ont évolué très vite après le droit d'alerte, quoi. Et le prétexte officiel, c'est? Ah, c'est licenciement pour cause réelle et sérieuse. Sans plus de détails? Sans plus de détails, quelques reproches, comme la gestion du personnel, un comportement ambigu de ma part. Je suis dans le nucléaire depuis 1979. Donc j'avais acquis une expérience, j'avais acquis pas mal de choses. Et maintenant, au bout de pratiquement 30 ans, partir sur autre chose, ça sera très dur. Et j'ai une compagne qui continue de travailler dans le nucléaire pour l'instant. À la même centrale et dans la même société. Donc j'espère que ça va durer, quoi. Mais ça n'allait pas durer. 6 mois plus tard, Nathalie et la centaine d'ouvriers que Serge dirigeait voient leur société perdre le marché. C'est une autre société, donc la société Essor, qui reprend le contrat au 1er janvier. Et on s'aperçoit, dans le courant du mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus, en lisant le journal, on trouve des annonces de la société Essor, donc celle qui reprend. Donc cette société, par voie de presse, faisait des annonces pour recruter du personnel. Et alors nous, ça a été un grand choc, parce que le personnel, il l'avait, on était là, nous. Et on ne comprenait pas pourquoi ils recrutaient comme ça du monde à l'extérieur. On essaye d'avertir la population de ce qui se passe, parce qu'on a noté, quand on a fait notamment une manifestation sur Montélimar, manifestation pacifique, où on était là, on distribuait des tracts aux gens, et il y a quelques personnes qui sont passées, et sur nos banderoles, on avait marqué un slogan qui disait « 106 familles menacées, merci EDF ». Et les gens, quand ils ont vu le sigle EDF, ils n'ont pas compris pourquoi on distribuait des tracts, parce qu'ils se sont dit « mais vous êtes à EDF, vous n'allez pas vous plaindre ». Donc nous, on a estimé qu'il était important de prévenir la population à l'extérieur qu'il n'y avait pas que des gens EDF qui travaillaient dans une centrale, qu'il y avait nous, les sous-traitants, et qu'on n'était pas du tout logés à la même enseigne. On est tous des gamins du nucléaire, là. Hein. Tous les copains qui sont là, ils sont là depuis le début du nucléaire. On a donné notre vie pour le nucléaire. Il faut qu'ils arrêtent de prendre les gens en otage. Tu verrais dans quel état c'est à l'intérieur, c'est lamentable ce qui se passe à l'intérieur. Il y a des tas de déchets radioactifs dans les bâtiments, à la sortie des bannes, parce qu'ils ne peuvent pas les évacuer, ils ne savent pas les contrôler. Donc aujourd'hui, on a un problème de sûreté quand même, hein, à l'intérieur. Tu verrais ce qui se passe à l'intérieur, c'est grave. Les gens qui sont déjà dedans, qui ne sont pas embauchés, qui sont de nouveaux, ils se plaignent déjà. Il y en a beaucoup qui démissionnent. Ils démissionnent les gens. Et ça fait un mois qu'ils sont là. Il y en a qui restent une semaine, après on les voit plus. Hein. Mais tellement on va venir de nouveau, des fois on en a marre de leur apprendre. On préfère même les amener avec nous. Un nouveau, je l'emmène avec moi là. Je dis ça, il faut pas faire, ça, il faut pas faire, ça, il faut faire, ça, il faut pas faire. Et c'est comme ça que ça marche le mieux. Mais de toute manière, c'est sur le terrain qu'on apprend. Surtout dans le nucléaire, c'est sur le terrain. Un BR, un gars qui rentre dans un BR la première fois, il a envie de retourner chez sa mère. Tellement il a peur. Donc EDF récolte l'entreprise la moins chère, donc la moins... Aujourd'hui, celle qui met les moins les moyens, donc y compris en moyens outillage, en moyens humains, en moyens de gestion. Et le travail s'en est dégradé. Ça fait peur, parce que l'industrie nucléaire, c'était le fleuron de l'industrie nationale quand même, je sais pas. En France, 5 groupes internationaux contrôlent le marché de la maintenance. Un contrat perdu ici sera gagné là-bas, ce qui n'est pas le cas des ouvriers. Ces pertes de marché à répétition les écartent petit à petit des centrales, peu importe leur expérience. Moi, de mon temps, on sous-traitait les femmes de ménage, puis après, on a sous-traité la comptabilité. Il paraît que c'est les Indiens qui la faisaient, comité de base, bien sûr. Depuis 10 ans, on a sous-traité à la direction générale, ça s'appelle régulateur maintenant, et on sous-traite les études un peu subtiles qu'on faisait autrefois chez nous. Donc, c'est vraiment devenu une manie et qui a ses côtés positifs. C'est le principe de la division du travail. Plus on divise, et plus on est spécialiste. Mais il y a un moment où c'est peut-être excessif. Et le danger actuellement, c'est que ceux qui connaissaient le travail partent progressivement à la retraite et sont remplacés par des gens qui ne connaissent plus le travail parce qu'ils ne l'ont jamais fait, mais qui sont censés vérifier le travail des autres.
Et ça, c'est une aberration, parce que pour contrôler le travail de quelqu'un, il faut quand même l'avoir fait au moins une fois dans sa vie, ou même plusieurs fois. Tant qu'on ne sous-traite pas la surveillance de la sous-traitance, on garde la main quand même à la connaissance. Parce qu'on ne peut pas surveiller la sous-traitance si on ne connaît pas le problème. Il ne reste pas moins qu'effectivement, ça peut être par ce biais qu'un jour s'introduira la petite faille qui pourra conduire à une erreur. Je sais pas comment l'exprimer. C'est vraiment dommage que des gens qui travaillent dedans depuis 20 ans, on arrive à les démotiver comme ça. C'est pas des gens qui auront un impact sur la sûreté. C'est pas eux qui auront cet impact sur la sûreté. Mais le phénomène de masse, à un moment ou à un autre, peut avoir un impact sur la sûreté, c'est clair. Et même en contact avec certains cadres de haut niveau qui le vivent très mal. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent dire? S'ils disent quelque chose, c'est leur carrière qui est en l'air. On connaît le cas de Serge. Hein. C'est le seul cadre que je connaisse qui aujourd'hui a eu le courage de dire que ça n'allait pas dans les centrales nucléaires. Tu vois le résultat de Serge? Il est viré aujourd'hui. Sa gamine, elle a 5 ans. Son gamin a 8 ans. Qu'est-ce qu'il a gagné dans l'histoire? Il est à 400, 500, 600 bornes de chez lui. Je suis redevenu un nomade du nucléaire, oui. Par la force des choses. Mais le 9e jour sans manger. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les citoyens venaient distribuer les tracts pour nous, quoi. Parce que nous, foncièrement, on manquait un peu d'énergie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a des gens qui ont essayé de forcer le passage sans même nous râler, quoi. Et de là, les citoyens ont décidé de bloquer la centrale. Ils ont dit, c'est bon, vous voulez pas écouter, vous voulez pas voir les choses comme elles sont, ben on va bloquer la centrale. Et le jeudi, donc, ils ont bloqué la centrale ça devait être 7h du matin. Comme agent EDF, j'ai jamais entendu parler d'un blocage de site par la population. C'est bien là, une des premières fois. 3 jours, une centrale nucléaire fermée par la population, la mémé qui faisait du crochet sur une chaise devant le site, le petit enfant qui faisait du vélo en toute tranquillité devant le site, et la direction de la centrale qui avait déserté le site. Pas vu le directeur. À aucun moment il est passé. À aucun moment il s'est manifesté. La population lui bloque un site, on ne l'a pas vu. C'est ça qui m'a plus choqué. Et les gens qui disaient à la fin du conflit, attention, faut surtout pas, maintenant ils nous ont réveillés. Hein. On savait pas ce qui se passait, maintenant on sait ce qui se passe. Ils nous ont réveillés, mais ils auraient mieux fait de nous laisser dormir. Parce qu'on va les mettre sur surveillance maintenant, cette centrale-là. On nous joue soi-disant la transparence, parce qu'on a eu des réunions quand même avec EDF, pour nous faire des espèces d'exercices en cas de problème à la centrale, mais quand on leur posait des questions, alors ils se disent transparents, oui, on veut communiquer avec les citoyens, expliquer, mais dès qu'on pose des questions qui fâchent, parce que j'avais posé des questions qui fâchent à ce moment-là, eh bien, on me répond, par exemple, une des réponses que j'ai eues, mais madame, il faut nous faire confiance. Donc, moi, je leur ai dit que la confiance, ça se méritait, parce que quand on nous a dit que Tchernobyl, le nuage de Tchernobyl, s'arrêtait à la frontière, et ben voilà, quand même, quand on sait ça, on se dit que la confiance, ça se mérite. Quand j'entends les sirènes, tous les mercredis, déjà ça me fait rigoler parce que c'est des exercices mensuels et plus personne n'y croit. Le jour où ce sera pas un exercice mensuel, ça va nous faire tout drôle. Hein. S'il y avait un accident qui se passait sur le site grave, style Tchernobyl, je suis pas certain que j'irais de suite, sans réfléchir, essayer de régler le problème. Du fait que quand on voit tous les efforts qu'on fait à l'année sur les arrêts de tranche et tout, la reconnaissance qu'on peut avoir, je suis pas sûr que les gens iraient d'eux-mêmes régler le problème parce qu'ils se diraient pourquoi on le fait, quoi. Si on devait, nous, avoir un problème à Cruas, on aurait de grandes chances que les villes au sud
de la centrale puissent être touchés. Comment évacuer dans un premier temps tous les enfants d'Avignon, de Marseille et de l'ensemble des Bouches-du-Rhône? On n'est pas en capacité de le faire dans notre système libéral. Il faut bien se le dire. Tandis qu'un peu partout ces invisibles tirent la sonnette d'alarme, les capitaines d'industrie ont eux la tête ailleurs.